On croit enterrer son passé sous la terre. On se persuade que le silence des années le recouvre, que même les blessures les plus profondes finissent par se refermer. Mais j'ignorerais alors que certains mensonges ne pourrissent pas sous terre. Ils attendent simplement le moment propice. Et ce jour-là, ce téléphone qui a sonné fut comme le fantôme d'un passé que je croyais mort depuis 20 ans. Il appelait pour ressusciter les calomnies qui m'avaient infligé la plus grande douleur de ma vie et les ramener à la lumière du jour. Avec mon mari Henri, nous avions construit une vie dont tout le monde enviait l'harmonie, une existence que l'on montrait en exemple. Ensemble, nous avions bâti de toutes pièces une petite entreprise dans notre petite ville et nous étions considérés comme le couple le plus travailleur et le plus respecté. J'avais une foi si aveugle dans la solidité de chaque pilier de nos rêves communs, dans l'inébranlable fondation de notre avenir, que je n'aurais jamais imaginé que cette foi deviendrait un jour ma prison la plus impitoyable. Je n'avais pas vu comment l'homme plein de vie et d'amour que j'avais épousé avait, au fil du temps, laissé la place à un étranger, un être prisonnier de secrets, irritable et enfermé dans une détresse que je ne parvenais pas à comprendre. Je mettais ses humeurs inquiètes sur le compte du poids de notre commerce grandissant, sans soupçonner une seule seconde le poison de la trahison qui s'enracinait juste sous la surface. Finalement, par peur d'affronter ses propres erreurs, mon mari choisit le chemin lâche. Pour ne pas être écrasé par les ruines financières qu'il avait lui-même provoquées, il rédigea une ignoble histoire dans laquelle il me désigna comme la grande coupable, m'accablant de calomnies aussi absurdes qu'inimaginables. Ce jour maudit-là, il ne s'est pas contenté de claquer la porte derrière lui, il a emporté avec lui mon honneur et mon avenir. Et très vite, j'ai dû assister impuissante à la vitesse avec laquelle les graines de ces mensonges, semées avec soin, germaient dans la terre fertile du commérage local. Cette petite communauté qui m'admirait autrefois se transforma en un jury impitoyable qui, sans me laisser aucune chance de défense, détruisit non seulement mon mariage, mais aussi ma réputation et tout mon univers dans une implacable exécution sociale. Sous le lourd et invisible manteau de honte que mon mari avait jeté sur mes épaules, les années de labeur et de solitude se succédaient sans fin apparente. Moi, qui avais été autrefois une femme respectée et pleine de vie, j'appris à survivre comme un fantôme dans ma propre ville, acceptant tous les petits travaux que je pouvais trouver pour quelques pièces à peine. Au fil de l'écoulement lent de ces innombrables journées et nuits de solitude, je découvris la paix non pas dans la compagnie de ceux qui m'avaient jugé, mais dans la silencieuse amitié des livres et dans la loyauté simple et sincère d'un chat errant qui se moquait bien des ragots empoisonnés du passé. Peu à peu, j'avais réussi à me bâtir, entre les 4 murs de mon petit appartement, un univers nouveau, plus restreint, mais entièrement à moi. Peut-être fut-ce à la 10e année de cet exil que survint l'instant de lucidité. Henri avait réussi à me voler ma réputation, mon travail et ma jeunesse, mais il ne pourrait jamais m'arracher le noyau résistant de mon âme. C'est alors que je cessai d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais et que je commençai enfin, au plus profond de moi-même, le véritable chemin de guérison. Au terme de 20 années d'une patiente et silencieuse reconstruction, j'étais parvenue à bâtir une vie de dignité tranquille et de solitude choisie, gagnée uniquement par la force de ma volonté, et les fantômes du passé s'étaient réduits à de faibles murmures. J'étais enfin en paix. Mais dans ce refuge silencieux que j'avais patiemment édifié,
la sonnerie soudaine et brutale du téléphone tomba sur moi comme une pierre jetée contre un vitrail. En un instant, elle brisa la sérénité que j'avais tissée fil par cil pendant 20 ans et réveilla la créature que j'avais tenté d'enterrer au plus profond de la terre durant une demi-vie. Pendant ces quelques secondes éternelles où le téléphone sonnait, une guerre terrible éclata en moi. D'un côté, l'instinct de préserver ma fragile paix en laissant l'appareil sombrer dans le silence, et de l'autre, la résurgence soudaine et violente de cette guerrière longtemps endormie qui exigeait enfin d'affronter le fantôme qui me hantait depuis 20 ans. Au lieu de la voix que j'attendais, celle de mon ex-mari, Henri, ce fut celle d'une femme totalement étrangère que j'entendis, faible, tremblotante, et loin d'apaiser mon doute, elle noua dans mon ventre un nœud glacé de peur. En cet instant, je compris d'instinct qu'aucun bien ne pouvait jaillir d'un appel capable de briser 20 années de silence. Lorsqu'elle se présenta comme la seconde épouse de mon mari, ce fut comme si l'histoire que j'avais vécue, celle d'un homme cruel qui m'avait abandonné sous le poids de ses mensonges et de ses calomnies, se voyait brusquement et violemment réécrite. À ce récit déjà gangréné de trahison, venait désormais s'ajouter un chapitre nouveau, empoisonné par l'adultère. Et d'apprendre que cet homme, qui avait détruit ma vie avant de disparaître sans laisser de traces, osait aujourd'hui, à l'agonie, me réclamer à son chevet, fut le coup de grâce qui fit vaciller mon monde. Là, figé dans le silence de ma cuisine, le combiné de plastique devenu soudain le canal fragile reliant un passé que je n'avais jamais vraiment compris à un avenir dont je ne savais quelle décision il me faudrait prendre, je demeurais immobile, saisi par un vertige indicible. Le silence assourdissant qui suivit cette conversation téléphonique pesa sur moi bien plus lourdement, bien plus étouffant encore que les 20 années de silence qui l'avaient précédé. Mon esprit s'agitait, peinant à assimiler le double choc, découvrir l'existence d'un mariage caché et en même temps être convoqué au chevet de l'homme dont les mensonges m'avaient jadis condamné à une tombe vivante. Alors que les pièces éparses de mon passé se réorganisaient brutalement pour composer cette nouvelle image terrible, je sentis mon premier choc se transformer lentement en une colère froide, implacable, presque lumineuse. Car je comprenais enfin que la montagne de calomnie qu'il avait fait peser sur moi n'était pas l'erreur paniquée d'un homme désespéré, mais bien une stratégie soigneusement calculée pour détruire ma crédibilité et permettre sa disparition discrète vers une nouvelle vie déjà bâtie. J'ai alors pris la douloureuse décision de briser le silence que je portais depuis tant d'années, en partageant ce venin nouveau avec la seule témoin de mes longues souffrances, ma fille. Je savais que ressusciter le fantôme de son père rouvrirait inévitablement d'anciennes blessures, mais je comprenais aussi que je ne pouvais plus supporter seul le poids monstrueux de cette vérité. Et quand mes yeux rencontrèrent ceux de ma fille, emplis d'une tendresse protectrice, et que j'entendis dans sa voix l'autorisation implicite de goûter enfin à cette paix que je m'étais déjà donnée à moi-même, quelque chose de nouveau prit forme en moi, une résolution froide, tranchante. Elle ne venait ni d'un désir de réconciliation, ni d'un élan de pitié, mais de la nécessité impérieuse de me tenir une dernière fois debout devant l'architecte de mes ruines et de l'obliger à affronter le regard de la femme qu'il n'avait jamais réussi à anéantir. Ce voyage, en quittant le refuge silencieux que j'avais mis 20 ans à bâtir, n'avait rien d'un simple trajet en voiture.
Il ressemblait plutôt à une descente brutale vers le cœur même d'un passé dont j'avais passé la moitié de ma vie à tenter de m'échapper. À chaque kilomètre parcouru, une nouvelle couche de la paix chèrement acquise se détachait, laissant réapparaître en dessous les blessures anciennes, encore sensibles. Le bourdonnement monotone du moteur devenait la bande sonore de la procession douloureuse de mes souvenirs. Ce n'étaient pas les beaux jours, déjà défigurés par les mensonges de mon mari qui revenaient, mais les mots tranchants de ses calomnies et ce regard froid, indifférent, le jour où il avait claqué la porte. Chaque souvenir, loin d'adoucir mon cœur, aiguisait ma détermination pour l'affrontement final qui m'attendait. Et quand je découvris non pas un hôtel particulier luxueux pouvant, d'une certaine façon, justifier l'ampleur de sa trahison, mais un simple appartement anonyme dans un quartier populaire de la ville, je compris alors l'amère ironie. La vie grandiose pour laquelle il avait sacrifié mon honneur et notre histoire commune n'était finalement qu'une illusion mesquine et dérisoire. Au moment où je déclinais doucement l'offre protectrice de ma fille, une certitude glaciale s'imposa en moi. L'ultime acte de cette longue guerre ne serait pas une bataille gagnée par des armées, mais une confrontation éminemment intime, qui ne devait être vécue et scellée que par les deux protagonistes initiaux, l'homme qui avait écrit le mensonge et la femme qui en avait survécu. Dans ce purgatoire silencieux, où le passé et le présent semblaient se heurter, c'est dans ce couloir saturé de lourde immobilité que je me retrouvais face à face avec la femme qui avait été, sciemment ou non, l'autre moitié de la grande tromperie de mon mari. Et dans ses yeux fatigués, je ne vis pas une rivale victorieuse, mais seulement une autre victime de l'égoïsme sans fin qui avait gouverné toute la vie de cet homme. Celui qui, pendant 20 ans, avait vécu dans ma mémoire comme un géant terrible et monstrueux, apparaissait désormais sous mes yeux réduit à une silhouette frêle et squelettique, haletant sur un lit d'hôpital loué. Le choc que je ressentis fut profond, mais terne, et la haine brûlante que j'avais entretenue si longtemps s'éteignit d'un coup, remplacée par une pitié froide et vide pour la ruine pathétique qu'il était devenu. En me tenant près de lui et en entendant ses excuses pitoyables, balbutiées et incomplètes, je compris avec une clarté libératrice que je n'étais pas venu jusqu'ici pour écouter ses justifications, ni pour lui offrir, à son lit de mort, le dernier réconfort égoïste d'un pardon. Ses raisons et ses regrets n'avaient plus la moindre valeur dans la vie que j'avais reconstruite sans lui, et dans ce moment de confrontation ultime, dans ce triomphe silencieux, je découvris que ma victoire ne résidait pas dans des accusations criées, ni dans une demande de repentance, mais dans la simple force de mon existence, preuve vivante de son échec à m'anéantir. En me retournant sans un mot et en quittant sa chambre, je ne fuyais pas le passé, je refermais seulement un chapitre terminé pour avancer vers l'air pur et intact de mon propre avenir. En refermant la portière de la voiture, j'eus l'impression de clore le plus long et le plus douloureux livre de ma vie. Et dans ce silence où ma fille comprit sans qu'un seul mot ne soit prononcé que la guerre était terminée et que sa mère revenait du champ de bataille non pas brisée mais victorieuse, il y avait plus de valeur que dans n'importe quel discours triomphal. Nous n'avancions plus vers une terre ennemie saturée de peur et de tension. Au contraire, nous quittions derrière nous seulement le fantôme d'un homme et les cendres encore fumantes d'une existence bâtie sur le mensonge.
Notre chemin de retour n'avait pas le goût de la fuite, mais celui d'un repli après une conquête. Lorsque la question douce de ma fille brisa ce lourd silence, je fus contrainte de constater l'immense vide qu'avait occupé en moi pendant tant d'années la colère et la quête de justice. Je réalisai que ce que je ressentais ne portait encore aucun nom. C'était un état d'existence entièrement nouveau, inconnu, né après des décennies passées dans la tempête. Dans cette vérité profonde que j'osais formuler à voix haute, je goûtais à la fois la chute dans le vide laissé par la disparition d'un but qui m'avait porté des semaines durant et l'étrange légèreté d'être enfin libéré de l'écrasante injustice qui avait si longtemps défini ma vie. Je sus alors que cette légèreté n'était rien d'autre que la toute première fragile saveur de la liberté que je venais de reconquérir. Je compris, dans cette simple hésitation sur le pas de ma porte, la profondeur de ce moment. Pendant 20 ans, ce seuil avait été pour moi une barrière derrière laquelle je me cachais d'un monde injuste. Mais ce soir-là, il ne s'agissait plus d'y entrer comme une réfugiée, mais comme la souveraine légitime et libérée d'une nouvelle existence. C'était comme si l'air même de l'immeuble s'était purifié des résidus obstinés de la tristesse passée. Chaque objet familier brillait d'une lumière nouvelle, et en franchissant de nouveau le seuil de mon petit refuge silencieux, j'eus la sensation qu'il n'était plus seulement un abri contre la douleur, mais bel et bien une véritable maison, emplie de la promesse d'un avenir apaisé. Quand ma fille me posa presque innocemment cette simple question sur l'avenir, question qui aurait été absurde dans ma vie d'autrefois, dictée par la stricte routine de la survie, j'en mesurais le poids immense et la merveille. Devant moi s'étendait désormais une carte inexplorée, pleine de possibilités infinies, vertigineuses et un peu effrayantes, auxquelles je ne m'étais jamais autorisée à songer. Au terme de cette longue et transformatrice journée, j'atteignis une ultime lucidité. Ma victoire ne résidait pas dans la nécessité de combler ce nouvel espace intérieur par de grands projets ou des bouleversements spectaculaires, mais dans le don rare et précieux de la quiétude, le droit d'exister sans devoir constamment lutter, me justifier ou survivre, le droit de respirer enfin à plein poumon l'air pur d'une vie entièrement, profondément mienne. Les premiers jours de ma nouvelle liberté s'écoulèrent dans une simplicité belle et presque onirique, où chaque matin silencieux et chaque après-midi paisible servait de baume délicat aux vieilles blessures de mon âme. J'en vins à croire, ne serait-ce qu'un instant fugitif, que le monde et tout son tumulte avaient enfin accepté de me laisser goûter à la sérénité que j'attendais depuis si longtemps, lorsque ce téléphone, qui n'avait plus le pouvoir de briser mon univers, mais seulement celui d'interrompre banalement le silence, se remit à sonner, je compris, en prenant le combiné des mains de ma fille, que je n'étais plus la femme effrayée d'une semaine plus tôt. J'étais devenue une observatrice calme et résolue, prête à recevoir la dernière note inévitable d'une histoire depuis longtemps achevée. La nouvelle de sa mort ne m'apporta ni tristesse ni satisfaction. Elle me traversa comme un souffle vide, emplissant mon cœur d'un simple sentiment de faim. Mais cette annonce se doubla d'un fardeau plus lourd encore, transmis par la deuxième épouse de mon ancien mari. La question implacable de savoir si j'accepterais d'assumer la responsabilité de sa dernière demeure. Ce même homme qui, de son vivant, s'était violemment exilé de ma vie, osait, à présent, par-delà la mort, déposer à nouveau son poids sur mon seuil. La clarté et la force qui guidaient ma décision
donnèrent à mon refus une nature particulière. Ce n'était pas un acte de rancune, mais un acte ultime de vérité. En insistant pour que son corps repose dans la vie qu'il avait lui-même choisie, je ne protégeais pas seulement la paix chèrement reconquise au prix de tant d'efforts. J'accomplissais aussi la tâche la plus essentielle du grand ménage final, m'assurer que le dernier chapitre de son histoire soit inscrit dans le livre qui lui appartenait vraiment et non ajouté comme une fausse note de bas page au mien. Avec ce glissement subtil mais indéniable que je commençais à percevoir dans l'atmosphère sociale de la petite ville, je voyais peu à peu les regards durs et accusateurs auxquels j'avais été forcé de m'habituer pendant 20 ans céder la place à des expressions hésitantes et interrogatives. Et ainsi, sur ces terres arides où j'avais été condamné si longtemps, les premières pousses d'un récit nouveau commençaient à germer. Je fus témoin de ce moment irréel où une ancienne amie, qui avait jadis contribué à dresser contre moi le mur de la rumeur, s'approcha avec des yeux pleins de honte pour m'avouer que, par les détours étranges de la vérité, les vents du commérage portaient désormais celle-ci avec la même ferveur qu'ils avaient porté autrefois les mensonges qui avaient détruit ma réputation. Mais entendre cette excuse tardive, non pas aux heures où j'étais brisé et avide d'un allié, mais des décennies plus tard, à un moment où leur approbation m'était devenue complètement indifférente, ne fit naître en moi qu'un sentiment creux et insatisfaisant. J'ai compris alors que leur pardon n'était plus un fardeau que je devais porter, car ma paix intérieure n'était plus conditionnée à leur confession tardive. Je l'avais déjà construite sur l'absence même de ces gens. En refermant ma porte sur les tentatives tardives de réconciliation de la ville, j'atteignis une compréhension ultime de ce que signifie la réputation et la société. Car même si la vérité avait fini par réhabiliter mon nom aux yeux du monde, la seule sentence qui avait toujours compté était celle que j'avais rendue pour moi-même dans le silence de mon propre cœur. Une déclaration d'innocence, de résilience et de survie à laquelle j'étais parvenu bien avant que les murmures ne se retournent enfin en ma faveur. Lors de ce pèlerinage étrange, vers les vestiges squelettiques de notre ancien atelier, un lieu que j'avais évité pendant 20 ans comme s'il s'agissait d'un cimetière, je découvris qu'y demeurer debout ne remplissait plus mon cœur des fantômes de mes échecs passés, mais allumait au contraire, parmi les cendres, l'idée surprenante et audacieuse d'un nouveau commencement. Au moment précis où j'exposais à ma fille mon projet de redonner vie à ce lieu, jadis symbole de ma plus grande humiliation aux yeux des habitants, pour en faire un espace de croissance et de communauté, je pris la décision courageuse non seulement d'effacer les souvenirs laids qu'il contenait, mais aussi de les réécrire activement dans une nouvelle histoire de création et d'espérance. Avec chaque coup de balai qui semblait effacer un ancien mensonge et chaque fleur plantée qui devenait un acte de foi en l'avenir, l'expérience profondément réparatrice de reprendre physiquement possession de ce lieu me montra que je n'étais plus entourée par le sol glissant de la rumeur, mais par un petit cercle dévoué de personnes bâtissant avec moi sur le fondement solide du travail partagé et du respect mutuel. En atteignant cette compréhension ultime de ce que signifie reconstruire une vie, je compris que la véritable liberté ne résidait pas dans la solitude silencieuse de mon appartement, mais dans l'acte courageux de réintégrer le monde
et de transformer les pierres qu'on m'avait jadis jetées en matériaux pour ériger un nouveau jardin. Un jardin non seulement pour moi, mais aussi pour quiconque cherchait en silence un lieu où pouvoir grandir. Ce ne fut pas par de grands discours, ni des célébrations éclatantes, mais par les pas timides et respectueux de ces mêmes villageois qui autrefois changeaient de trottoir pour éviter de me croiser, que se déroula la journée silencieuse et discrète de l'inauguration de mon petit refuge. Leur simple présence dans ce nouveau jardin avait valeur de traité de paix muet, signé entre mon passé et mon présent. Je découvris que la joie profonde et inattendue ne résidait ni dans leurs excuses, ni dans leurs louanges, mais dans le lien humain simple et partagé que l'on trouve en enseignant une nouvelle compétence ou en écoutant l'histoire d'un vieil ami. L'honneur que mon mari avait tenté de détruire fut remplacé par quelque chose de beaucoup plus authentique et résistant, une force silencieuse, et le désir de faire pousser de la beauté même dans les fissures. Dans l'instant humble où une inconnue, une jeune femme, m'approcha non pas comme une figure de pitié ou de scandale, mais comme un flambeau de survie, je compris que le but le plus profond de toutes mes souffrances n'était peut-être pas seulement d'y survivre, mais de les transformer en un puits silencieux d'empathie, dans lequel d'autres, perdus dans leur propre forêt obscure, pourraient puiser un peu de force. Après tant d'années à me sentir exclue, je compris que ma véritable place ne se trouvait pas en réintégrant les anciens cercles sociaux qui m'avaient rejetée, mais en bâtissant mon propre petit monde neuf, régi par des principes simples. La croissance, la patience et la vérité silencieuse selon laquelle même la terre la plus abîmée peut être convaincue de refleurir. Le cycle implacable mais réconfortant des saisons qui commençait à rythmer le cours de ma nouvelle vie m'enseigna cette leçon profonde. Même si le monde extérieur est inévitablement soumis au cycle de la décomposition et du gel, il est toujours possible de cultiver en soi un sanctuaire d'espérance, toujours vert, un espace où, si l'on en prend soin, la vie peut continuer à croître malgré toutes les épreuves. La page du calendrier qui fut autrefois une cicatrice noire dans mon cœur, l'anniversaire de mon abandon, passa désormais non pas dans la solitude de ma chambre, noyée de larmes, mais alors que mes mains s'enfonçaient dans la terre fraîche et que les rires d'enfants résonnaient autour de moi.
Ce geste simple devint la proclamation la plus éclatante que j'avais enfin transformée le jour où ma vie avait semblé s'achever en une journée consacrée à célébrer de nouveaux commencements. Le moment apparemment banal où un jeune homme m'appela avec ce titre de respect familial qui m'avait été arraché pendant 20 longues années résonna en moi comme une symphonie, car dans cette interpellation quotidienne et sincère, j'entendis non seulement ma place restaurée au sein d'une communauté, mais aussi ma réintégration dans l'ordre même tendre et naturel de la vie. En contemplant cette existence vibrante que j'avais fait surgir du néant, j'atteignis une compréhension ultime de ma propre histoire. Mon passé n'était plus celui d'une femme salie par des calomnies, mais celui d'une jardinière à qui l'on avait confié une terre brûlée et empoisonnée et qui, avec pour seules armes la patience, des mains calleuses et une foi inébranlable dans la puissance d'une simple graine, avait réussi à transformer ce sol en un véritable paradis. En voyant ma fille, une femme talentueuse et intelligente dans son domaine, solliciter mon avis sur une affaire professionnelle complexe, je ressentis une fierté silencieuse et une profonde inversion des rôles. Car je compris alors que le feu de notre passé commun, qui avait consumé toute fausseté entre nous, avait laissé place à une relation bâtie sur une admiration réciproque et une acceptation muette de la force que nous partagions. Je réalisais que la plus grande sagesse que je pouvais lui transmettre ne venait pas du monde des bilans et des marges bénéficiaires, un monde autrefois régi par les mensonges de son père, mais de la terre elle-même. Elle m'avait enseigné ces vérités simples, honnêtes et profondes. Certaines choses ne peuvent être forcées. La véritable force exige des racines profondes et parfois, le geste le plus puissant consiste à attendre patiemment que les conditions justes se révèlent d'elles-mêmes. Je compris que la victoire la plus éclatante que j'avais remportée face à l'héritage destructeur de mon mari ne résidait pas dans l'argent récupéré ni dans la réhabilitation de mon nom, mais dans cette chaîne simple et ininterrompue de vie, d'amour et de rire. Ce fut dans ce moment parfait, ensoleillé, lorsque je vis mon petit-fils jouer librement dans le jardin, devenu le symbole de ma renaissance, sans qu'aucune ombre de peur ne plane sur lui. Parvenu à cette compréhension ultime et apaisé du sens de ma vie, je pris conscience que ce chaudron de calomnie avait de la manière la plus étrange consumé l'illusion d'une existence confortable pour forger à sa place une famille trempée dans un alliage incassable de vérité, d'empathie et de force chèrement acquise. Ce n'était plus une histoire de chagrin, c'était un héritage vivant de survie que je transmettrais désormais. Autrefois, mes matinées étaient remplies soit de la peur anxieuse d'affronter un monde juge, soit de l'énergie fébrile d'une guerre secrète. Aujourd'hui, j'ai découvert que le simple fait de contempler le lever du soleil n'était plus le prélude à une nouvelle journée de survie, mais un rituel silencieux et précieux de sérénité, une expérience complète et satisfaisante en soi. J'ai signé la paix définitive avec le fantôme de ma jeunesse, non plus perçue comme une jeune fille naïve et facilement trompée, mais comme une jeune femme courageuse, habitée d'une belle lumière, confiante que le monde n'avait pas réussi à éteindre. J'ai compris alors que ce long voyage n'avait jamais consisté à devenir quelqu'un d'autre, mais à retrouver enfin l'essence résistante de celle que j'avais toujours été et à l'honorer. Dans la profonde et simple beauté d'une conversation téléphonique ordinaire avec ma fille, conversation enfin libérée du poids indicible de notre traumatisme partagé, j'ai entendu dans la légèreté de nos rires la preuve la plus éclatante que non seulement nous avions survécu à la tempête,
mais que nous avions atteint ensemble des eaux calmes et ensoleillées, un port tranquille. Parvenue à ma compréhension ultime de la liberté, j'ai réalisé qu'elle ne résidait pas dans un événement grandiose ou dramatique, mais dans la capacité de rester solidement ancré dans le présent, sans être troublé par les fantômes du passé, ni inquiète des incertitudes de l'avenir. C'était un état intérieur silencieux et conquis de haute lutte, semblable à ce jeune arbre du jardin auquel je veille avec le plus grand soin, fragile encore, mais précieux et profondément mien. Par un de ces soirs tranquilles où la pluie martelait les vitres, je sentis en moi naître un élan silencieux et soudain. Non pas le besoin de communiquer avec un homme réduit désormais à la poussière et aux souvenirs, mais celui de coucher sur le papier des mots jamais dits, non comme des reproches, mais comme l'inventaire ultime et intime d'une vie à la fois brisée et reconstruite, le tableau complet et sans phare de mon propre parcours. Dans cette lettre qui ne serait jamais envoyée, je lui écrivis que je ne lui avais pas pardonné, mais qu'au fond je l'avais compris. Non pas ses actes eux-mêmes, mais la faiblesse profonde et la peur qui les avaient dictés, et que sa plus grande faute n'avait pas été ses calomnies ni sa trahison, mais d'avoir gâché, par son étroitesse et sa petitesse, une vie et un amour qui auraient pu être riches et durables. Cette prise de conscience n'apportait plus colère, mais un sentiment d'apitoiement profond et définitif. En relisant ce récit de douleur, de résistance et finalement de victoire silencieuse, je compris que cette lettre n'avait pas pour but d'atteindre les morts, mais de servir de témoignage final pour les vivants, la plaidoirie ultime dans le tribunal intérieur de mon âme, et dans l'acte profondément purificateur et symbolique de voir toute l'histoire de mes souffrances et de mes réconciliations se consumer en cendres et s'élever en fumée, je réalisai qu'il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais d'accomplir une libération totale, la métamorphose d'un fardeau lourd et tangible en une histoire immatérielle, désormais achevée et définitivement close. Dans ce même lieu physique qui fut jadis le monument de ma ruine et de ma solitude absolue, accueillir cette joyeuse réunion qui confirmait de la manière la plus éclatante que mes gestes silencieux et personnels de reconstruction était devenu un refuge concret, non plus seulement pour moi, mais pour tout le tissu de la petite ville, avait la qualité presque irréelle d'un rêve. Entendre les notables de cette même communauté, qui m'avaient autrefois totalement rejeté, prononcer mon nom avec une affection et un respect si sincères, n'avait pas la saveur d'une victoire intime, mais celle d'un moment de guérison collective, comme si une grande injustice avait été enfin reconnue et que la ville elle-même venait, au bout du compte, de m'accorder son pardon muet. Dans l'instant cristallin où mon petit-fils plaça dans ma main une simple feuille tombée, je compris que ce minuscule présent éphémère valait infiniment plus que tout l'argent ou les biens que nous avions pu récupérer, car il symbolisait la seule chose que la richesse et les mensonges de mon mari n'avaient jamais pu créer, l'héritage pur, nu et gratuit de l'amour, destiné à continuer de grandir bien après mon départ de ce monde. En regardant la lumière chaude de ma petite serre repousser la nuit d'automne, j'atteignis la compréhension ultime de ma place dans le monde. Mon long et pénible voyage n'avait jamais eu pour véritable objet un mari ni ses trahisons,
mais quelque chose d'universel, la quête humaine de ce petit espace chaleureux et bien éclairé au cœur d'un monde vaste, souvent froid et sombre, et, s'il le faut, la capacité de bâtir cet espace de ses propres mains. Après l'enthousiasme de cette fête, le calme profond qui s'installa n'était pas vide, mais rempli des braises chaudes et durables d'une joie partagée et d'une communauté soudée. Ce silence-là réchauffait mon âme par son contraste net et magnifique avec le silence froid et isolé qui avait défini mon monde pendant tant d'années. Lorsque j'entendis les mots sincères de ma fille, cette simple déclaration de fierté, je fus submergée par une vague d'amour maternel et de gratitude, comme si je venais de recevoir la récompense la plus précieuse de mon long combat. Car ces paroles confirmaient que le plus grand héritage que je pouvais lui laisser n'était ni une entreprise ni un bien matériel, mais l'exemple vivant d'une femme capable non seulement de survivre à l'impensable, mais aussi de refleurir après lui. Dans la conscience partagée de cet instant, je lui expliquais que ce lieu n'avait pas été construit malgré mes souffrances, mais en grande partie grâce à elle, car cette douleur avait creusé en moi un espace qu'une empathie unique et chèrement acquise pouvait désormais remplir, et ces mensonges m'avaient appris la valeur profonde de faire pousser un espace voué uniquement à ce qui est vrai et authentique. Je découvris alors une vérité inattendue. L'acte ultime de trahison de mon ex-mari, ces calomnies qui auraient dû me couper de ma communauté et de mon but, était devenu paradoxalement le catalyseur d'un lien plus profond et plus riche avec ma propre fille. Notre relation, née d'un simple amour maternel, s'était transformée en un véritable partenariat, fondé sur notre résilience et notre création commune. En m'éloignant de ce refuge lumineux, je compris enfin ce que signifie transmettre un héritage. Ce n'est pas un monument de pierre que l'on laisse derrière soi, mais un jardin vivant et respirant que l'on fait pousser dans le cœur des autres. Un jardin de force, d'espérance et de la certitude silencieuse et inébranlable que la vie peut toujours refleurir. La première année qui suivit ce face-à-face décisif s'écoula non pas comme une tempête douloureuse de souvenirs, comme je l'avais autrefois redouté, mais comme une succession presque imperceptible de jours simples et silencieux que je remplissais de petites joies choisies. Leur avancée implacable témoignait de la manière dont les contours de ma blessure la plus vive s'étaient lentement et avec douceur adoucis. Lorsque mon regard croisa par hasard, l'espace d'un instant, l'un des enfants que mon mari avait eus dans son autre vie, ce fut un moment inattendu et étrangement dépourvu d'émotion. Je vis alors qu'il n'était plus le symbole dévastateur d'une trahison, mais simplement un jeune homme pris dans les courants difficiles d'une existence irréversiblement façonnée par les choix de son père. En moi, cela éveilla non pas de la haine, mais une profonde et lasse conscience de la complexité souvent cruelle et entremêlée de la vie.
par un geste simple mais chargé de sens, celui de tourner délibérément le dos à cette scène, je manifestais ce choix intérieur. Je n'autorisais plus les fantômes de leurs conséquences à envahir ma géographie émotionnelle. Leur histoire, avec toutes ses épreuves et ses combats, devait désormais être entièrement écrite par eux seuls, et dans mon livre, il n'en restait plus d'une seule page. Assise auprès de mes propres enfants, je compris que la véritable guérison ne réside pas dans le besoin constant de discuter et de rouvrir la plaie, mais dans le moment où l'on constate qu'elle est si bien refermée qu'une rencontre fortuite avec sa cause ne provoque plus de douleur, mais sert seulement rappel muet à une bataille déjà livrée et définitivement gagnée. La leçon ultime qui s'imposa à moi alors que j'osais imaginer un avenir autrefois impensable fut la suivante. La plus grande revanche que l'on puisse prendre sur quelqu'un qui a tenté d'effacer votre vie n'est pas de détruire la sienne en retour, mais de vivre la vôtre avec une telle plénitude, une telle sincérité et une joie si profonde et inaltérable que sa mémoire et sa trahison ne deviennent plus, au final, qu'une note de bas de page insignifiante dans le vaste et triomphant roman de votre propre existence. Ces promenades, autrefois si douloureuses, dans les rues de la petite ville, jadis un défilé de regards fuyants et de jugements murmurés, s'étaient peu à peu transformées en un cortège silencieux de salutations polies et de sourires partagés. Chaque jour, je comprenais un peu plus que la ville n'avait pas seulement pardonné mes fautes supposées, mais aussi sa propre hâte à me condamner. En découvrant la différence essentielle entre la solitude écrasante que les autres vous imposent et celle libératrice que l'on choisit soi-même, je réalisai qu'après 20 ans passés prisonnière de la première, j'étais désormais l'habitante volontaire et sereine d'un royaume à une seule personne où je me suffisais pleinement. Les 4 murs de mon petit appartement, qui furent jadis une forteresse où je me réfugiais par peur et par honte, s'étaient transformés en un sanctuaire choisi. L'amour profond et durable que je ressens aujourd'hui pour cet espace vient du fait qu'il n'est plus défini par l'absence des autres, mais rempli à ras-bord par la présence tranquille et vivante de mon propre esprit en paix. Dans ma relation avec ma fille, je trouve désormais un immense réconfort dans ces moments simples, ces liens muets qui se manifestent au détour de nos journées ordinaires, portés par le courant silencieux d'une compréhension commune et profonde, sans qu'il soit nécessaire de prononcer de grandes assurances ou de rouvrir sans cesse les blessures du passé. Et j'ai compris que ce long et douloureux chemin de ma vie n'avait pas pour but de me réduire au fantôme d'une épouse calomniée ou à la vétérane d'une grande guerre, mais de me mener précisément à ce moment où, dans mon propre reflet, je pouvais enfin voir une femme entière, réconciliée et complète, qui avait mérité chacune des lignes inscrites sur son visage et qui en acceptait pleinement l'histoire. Je compris alors que le temps n'était pas une ligne droite qui vous éloigne de la personne que vous étiez, mais bien un cercle qui, si l'on a la patience et le courage d'en parcourir l'intégralité, vous ramène finalement à la vérité de votre être originel, intact, celui qui existait bien avant que ne commencent les tempêtes. En repensant aux 2 grands vols dont j'avais été victime, le vol de mon honneur aux yeux du monde et le vol de mon histoire intime dans la double vie de mon mari, j'appris que la véritable justice ne consistait pas à punir le voleur, mais à reprendre possession de son propre récit et en redevenir l'ultime narratrice dans ce lent et pénible processus.
Je compris que chaque être humain est une histoire vivante et que la tragédie de mon ex-mari avait été de tenter d'arracher les pages essentielles de la mienne. Tentative vaine, car il n'avait jamais compris que la force d'une histoire ne réside pas dans sa perfection, mais dans sa capacité à continuer, à grandir et à trouver un nouveau sens, même après ses chapitres les plus destructeurs. J'éprouvais une paix profonde en acceptant que certaines questions resteraient à jamais sans réponse et que certaines blessures ne disparaîtraient jamais totalement. Elles deviendraient, comme l'écorce noueuse d'un vieil arbre robuste, une partie intégrante du paysage de qui je suis. Non pas une preuve des dommages subis, mais un témoignage de cette incroyable et obstinée volonté de tendre malgré tout vers la lumière. Je compris enfin que ce chaudron de calomnie et ces années de silence n'étaient pas l'histoire même de ma vie, mais seulement l'hiver long et rigoureux dont mon âme avait eu besoin pour se reposer, reprendre des... Je ne voulais pas vous raconter cette longue histoire comme un sombre conte de chagrin et de trahison, mais comme une preuve vivante de la résilience inattendue du cœur humain, capable, tout comme la terre de ce jardin, de survivre aux hivers les plus rudes et aux mauvaises herbes les plus toxiques, pour en ressortir plus riche et plus fertile encore. J'ai appris que la vérité que je poursuivais désespérément n'était pas seulement une arme pour remporter une bataille, mais aussi le seul remède amer capable de purifier l'infection profonde d'un mensonge de 20 ans et d'amorcer ce lent, douloureux, mais nécessaire processus de véritable guérison. J'ai trouvé ma paix intérieure non pas dans l'acte impossible et inutile de pardonner l'homme qui m'avait trompé, mais dans un geste bien plus vital, celui de me pardonner à moi-même, pardonner à la jeune fille confiante que j'avais été pour son innocence, et pardonner à la femme que je suis devenue de n'avoir pas vu les signes que l'on ne voulait pas qu'elle voie. Ainsi, j'ai pu déposer ce fardeau immense de mes épaules. Au terme de ce chemin, j'ai compris que la véritable force n'était pas de rester indemne ni d'éviter les fractures, mais de ramasser dans le silence et la conscience, souvent seul, les morceaux épars de soi-même et de reconstruire patiemment de ses propres mains non pas la vie qu'on vous a volée, mais une vie nouvelle, plus forte, plus belle et entièrement vôtre. N'oubliez jamais, chaque existence connaît ses gelées inattendues et ses herbes envahissantes. Mais si l'on a le courage de tailler ce qui est mort et la patience de nourrir ce qui est juste, alors, aussi ravagé qu'il puisse paraître, tout jardin finira tôt ou tard par refleurir.